Bonjour tout le monde, donc bienvenue non pas à la bibliothèque des Louvrais comme ça aurait dû être le cas, mais bienvenue à la présentation de rentrée littéraire d'hiver virtuelle. Donc ça c'est une décision qu'on a prise avec Jacqueline et Catherine, puisque vu les conditions sanitaires, on n'aurait pas pu accueillir beaucoup de public. On aurait d'ailleurs eu de la place que pour 3 ou 4 personnes, ce qui aurait été dommage puisque apparemment vous étiez quand même assez nombreux à vouloir y assister. Donc on a préféré trouver une solution intermédiaire pour permettre à plus de monde d'assister à cette présentation, même si ça oblige à changer un petit peu le format. Je vais vous présenter quelques livres qui sont soit sortis en janvier de cette année, soit un petit peu plus tôt parce que j'avais pas envie de me limiter juste à cette rentrée littéraire. Il y avait aussi des livres que j'avais envie de vous présenter qui sont parus un peu plus tôt mais qui valent vraiment le déplacement. Donc on fera un petit mix des deux. Et on va commencer tout de suite avec une magnifique histoire d'amour. Alors, suite à quelques problèmes techniques, ça fait la 3e fois que je réenregistre cette vidéo, mais on garde la pêche. Comme je vous le disais, le premier récit dont je vais vous parler, c'est une merveilleuse histoire d'amour qui s'appelle Lettre d'amour sans le dire, et que je vous conseille vraiment 1000 fois, puisque c'est un des récits d'amour que j'ai trouvé les plus beaux de ce que j'ai lu jusqu'à présent. C'est tout court, ça va assez vite comme lecture, et vraiment c'est très émouvant, c'est très joli. On suit donc Alice qui est une femme de presque 50 ans et qui est à un moment de sa vie où ça va pas. Clairement ça va pas trop. Il lui est rien arrivé de catastrophique, mais c'est juste qu'elle vit dans un ennui latent, une grosse amertume. Elle se sent comme un pantin inanimé dont plus personne n'aurait envie de tirer les fils, et même pas elle, surtout pas elle. Euh, elle, euh, Elle ressasse un petit peu ses souvenirs, son passé, elle repense à ses années d'enfance et d'adolescence dans le Nord, elle repense à ses premiers émois, ses premières rencontres avec des hommes, et au final elle se rend compte que elle n'a pas vécu de très belles histoires, elle a surtout été un divertissement sexuel, un petit jouet pour des hommes de passage. Elle a eu très tôt une fille. Elle a connu la maternité lorsqu'elle était très jeune, et cette fille devenue adulte rejette un petit peu ce que représente sa mère, n'a pas envie de vivre comme elle. Et tout ça, tous ces éléments-là font que Alice est un petit peu au fond du trou. Et elle va se relever, elle va reprendre goût à la vie en rencontrant un masseur, Monsieur Akifumi, de façon d'ailleurs totalement inattendue. Je vous raconte pas comment se passe cette rencontre, mais il y a un côté assez loufoque et très attendrissant. Toujours est-il qu'elle va rencontrer ce monsieur, qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qu'elle n'était pas supposée rencontrer. Et ça va complètement la chambouler. Ce monsieur Akifumi, il a une présence discrète, c'est quelqu'un qui est tout en retenue, tout en politesse, qui est juste là pour faire son travail, mais pour le faire bien, pour le faire du mieux possible, pour que sa cliente, donc sa patiente, sa cliente se sente le mieux. Et Alice, elle va être chamboulée parce que c'est la première fois depuis très très longtemps qu'on s'occupe d'elle comme ça, sans qu'il y ait de contrepartie, sans que ce soit malsain, sans qu'il y ait de sous-entendus étranges. Elle va complètement se laisser aller à ce beau moment. Et ça va tellement la marquer qu'elle va tomber en amour total pour la culture japonaise dont est originaire Monsieur Akifumi. Pendant un an, elle va se plonger dedans à cœur ouvert, comme une adolescente qu'elle serait redevenue, complètement animée par de nouveaux sentiments qu'elle ne connaissait plus depuis très longtemps. Et elle va dévorer la littérature japonaise, elle va apprendre la langue pour essayer de communiquer avec cet homme le plus précisément possible, puisqu'elle se rend compte à quel point la langue japonaise lui plaît, à quel point elle est remplie de significations délicates, de mots étranges et très poétiques. Et ses sentiments vont gonfler, elle va avoir une nouvelle, elle va retrouver une nouvelle jeunesse, une vie intérieure complètement bouillonnante comme ça. Et à un moment, n'y tenant plus, elle va prendre son papier à lettres et commencer une lettre pour ce monsieur Akifumi sans aucune garantie de réciprocité parce que il se voit extrêmement peu et quand il se voit, lui ne parle pas.
Voilà, il reste, c'est toujours une présence extrêmement discrète, donc elle ne sait pas ce qu'il pense. Et elle se dit, voilà, je n'ai rien à perdre, je vais lui écrire et je vais tout déverser. C'est vraiment magnifique parce que on sait qu'il faut quand même un certain courage pour faire ça. Et tout ce qu'elle lui avoue, la façon dont elle s'ouvre, dont elle lui raconte sa vie, dont elle lui raconte surtout comment sa simple présence a tout changé pour elle, qu'est-ce que ça a produit dans son esprit et dans son corps, comment elle reprend goût à la vie juste grâce à ces petites attentions. C'est vraiment c'est très délicat et c'est adorable. Donc vraiment jetez-vous sur ce livre. La Saint-Valentin est passée il n'y a pas longtemps d'ailleurs, donc on est encore dans cette ambiance amoureuse, romantique. Et voilà, jetez-vous dessus, c'est absolument pas niais, c'est juste très très beau. Donc notre deuxième récit, que j'enregistre également pour la 3e fois, alors croisez les doigts pour moi s'il vous plaît, pour que ça se passe bien. On y croit. Notre deuxième récit est paru en septembre, mais comme je l'ai vraiment aimé du fond du cœur, je profite de cette opportunité pour vous en parler, même s'il n'est pas de la rentrée littéraire d'hiver. C'est une histoire qui va plaire à la fois aux amateurs de récits historiques, donc pas forcément basés sur des faits réels, mais juste avec un fond historique assez dense et des recherches effectuées par l'auteur qui font qu'on a un cadre assez plausible. Et aux amateurs d'histoire d'amour, aux amateurs d'histoire, je dirais de terroir, parce que il va quand même pas mal être question de sujets dont on parle aussi beaucoup dans les romans de terroir, et tout simplement les amateurs de récits romanesques très immersifs dans lesquels on rentre très facilement avec voilà, tout un tas de péripéties, mais aussi un petit peu de réflexion. En fait, il peut plaire à énormément de monde et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Je pense qu'il peut potentiellement vous parler à tous. Donc c'est un livre qui va nous emmener en Norvège, dans un tout petit village complètement paumé où il fait extrêmement froid, où il neige 10 mois sur toute l'année. Et on va commencer le récit il y a très longtemps. L'ouverture nous raconte la naissance de 2 siamoises dans ce petit village qui très très tôt vont manifester un talent pour la tapisserie et vont se mettre donc avec leur corps relié et leurs 4 mains habiles à tisser des tapis retraçant des scènes de légende qui sont admirées dans toutes ces campagnes. Et malheureusement, la médecine étant ce qu'elle est à cette époque, les 2 sœurs devenues adolescentes vont rapidement succomber à la maladie en laissant une tapisserie inachevée et une mystérieuse dernière parole un peu énigmatique que la famille n'arrive pas trop à décrypter. Le père est fou de chagrin et donne tout son argent, fait fondre toute son argenterie pour construire 2 cloches. 2 cloches géantes en l'honneur de chacune de ses filles, qu'il donne à la paroisse en espérant que en les entendant sonner, on se rappellera toujours de ces siamoises. On fait une grosse avance rapide dans les siècles, on arrive au 19e, où vit toujours la famille de ces siamoises, donc ils sont là depuis des siècles, ils n'ont pas bougé, ils sont très bien là. Et on va suivre leur descendante qui s'appelle Astrid Ekne, qui est une jeune femme de 20 ans, avec quelques envies de liberté et d'émancipation comme on peut avoir à cet âge-là, donc qui aimerait bien que ça bouge un petit peu dans sa vie, qu'il se passe des choses, voilà, comme on imagine bien. Et effectivement, il va s'en passer des choses dans la vie de notre chère Astrid, et elle va être gâtée puisqu'elle va avoir vraiment beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir et trancher, puisque arrivent au village 2 hommes, au même moment, qui vont représenter chacun deux idéologies, 2 choix, entre lesquels Astrid va devoir se positionner. Donc, et dans sa tête et dans son cœur, puisqu'il va y avoir une petite histoire de triangle amoureux, très bien menée d'ailleurs, c'est vraiment... c'est pas, voilà, c'est pas gnangnan, c'est même assez touchant, puisque... ça peut être un peu difficile à un moment pour notre Astrid de choisir, il y a plein de choses à prendre en compte. Et donc le premier de ces hommes, c'est Kai, le nouveau pasteur, qui voudrait moderniser le culte, et vraiment de façon assez extrême. Donc dans ce village, la petite église, qu'on appelle l'église en bois debout de par sa vieille forme d'architecture,
est minuscule et trouée, la toiture fuit, il fait froid, voilà, elle est en très très mauvais état. Et le pasteur ne veut plus voir cette église, il veut la raser. Aussi parce qu'elle garde des traces de la vieille religion norroise, la religion païenne, dont il n'a pas très envie d'entendre parler. Et il aimerait construire une église plus grande, beaucoup plus sobre, et qui répond plus au canon de ce que devrait être une maison de Dieu, selon lui, à son époque. Le deuxième homme qui arrive très peu de temps après, c'est Gerhard, un étudiant allemand en architecture qui lui est fasciné par l'architecture en bois debout et par cette vieille église. Il est envoyé par son université qui travaille entre autres pour la reine de Saxe, qui souhaiterait acheter cette vieille église pour en faire une pièce de musée, la ramener en Allemagne et la reconstruire à l'identique. Donc ce Gerhard arrive dans le village de Norvège où il ne connaît absolument personne, pour croquer sous tous les angles cette église et s'assurer que le transfert se fasse du mieux possible, sans perte, et qu'on reconstruise cette église du mieux possible. Entre les deux, eh bien, il y a Astrid qui se demande, ça c'est bien joli, mais dans l'entreprise des uns et des autres, qu'est-ce qu'on fait des cloches ? Et c'est une question qui la taraude parce que même si ces cloches appartiennent à l'église, elles ont été données, ça reste son patrimoine familial. Et le récit tourne beaucoup autour de ça, la question du patrimoine et de la modernité. Quand on veut se moderniser, quand on veut avancer, ne pas stagner dans sa vie, dans la vie du village, qu'est-ce qu'on peut se permettre de laisser derrière soi, puisque c'est de l'histoire ancienne, ça ne sert plus à rien, et ça nous engonce au contraire dans une routine qui nous englue. Et qu'est-ce qu'au contraire, il ne faut pas laisser partir, il ne faut pas donner à d'autres, il ne faut pas oublier parce que ça fait partie de notre passé, de nos racines, et que c'est important à la fois pour le côté historique et à la fois aussi pour le côté sentimental, puisque la valeur des choses, elle peut être monétaire, elle peut être aussi sentimentale. D'autant plus, la question est un peu épineuse, puisque autour de ces cloches, il existe une superstition encore très tenace. Les habitants des campagnes estiment que ces cloches les protègent, donc qu'elles auraient une aura magique. Et donc voilà, il devient quand même assez délicat de trancher cette question, est-ce qu'on s'en sépare ou est-ce qu'on les garde ? Donc c'est un roman que j'ai vraiment lu d'une traite, je me suis tout de suite plongée dedans, comme je vous disais c'est très immersif, on y rentre tout de suite, et on a des personnages qui sont psychologiquement intéressants puisqu'il y a pas mal de dilemmes en fait dans cette histoire, que ce soit le dilemme amoureux, le dilemme autour de l'église comme je vous disais, autour de la religion, comment est-ce qu'on doit vivre sa religion, est-ce qu'on doit se laisser imposer un canon ou est-ce que chacun fait ce qu'il veut. Enfin, il y a plein de questions comme ça qui sont très intéressantes, même de nos jours puisque ça se passe au 19e mais on peut encore se les poser. Et voilà, donc si vous cherchez une lecture d'hiver très prenante qui vous emmènera dans des paysages enneigés avec votre chocolat chaud et votre plaid, foncez. Alors, changement de cadre, on repart à la librairie. Vous allez peut-être avoir plusieurs changements de cadre dans la vidéo parce que je les fais pas tout en même temps. Donc là, on va aborder la vraie rentrée littéraire de janvier, puisque les deux romans qu'on a vus précédemment avaient été publiés un petit peu avant. Et on va commencer avec celui-là, qui est super. Donc c'est Créature de Chrissy Van Meter, c'est le premier roman de cette autrice, et vraiment c'est une voie à suivre que je vous encourage à lire plutôt 2 fois qu'une. Elle a un style qui est très très poétique, c'est rempli d'images autour de la nature, l'océan, le climat. Elle utilise beaucoup tout ce vocabulaire-là pour parler des émotions humaines. C'est vraiment, c'est hyper maîtrisé, donc je ne sais pas si elle est très jeune ou pas, mais en tout cas, c'est son premier et elle a vraiment quelque chose, elle a une patte à découvrir absolument. Donc dans ce roman-là, elle va faire toute une variation autour de l'amour et de la difficulté d'aimer. Donc notre héroïne, Evie, vit sur une île au large de la Californie, et c'est une île un petit peu particulière. Elle est à la fois superbe, c'est vraiment à la fois une île de beauté, de liberté, donc ouverte sur le vaste océan, ouverte sur plein de choses, avec une nature foisonnante, mais c'est aussi une espèce de cage.
Et notre héroïne, elle va sans arrêt un peu osciller entre l'envie de vivre sa vie entière sur cette île qui est merveilleuse et l'envie aussi de s'émanciper, de partir parce que finalement c'est un microcosme qui retient un peu les gens, il se passe toujours les mêmes choses, il y a toujours les mêmes boucles qui reviennent dans ce schéma. On reprend, on a été coupé, ce sont les aléas du direct puisque je tourne en même temps qu'on reçoit des clients, donc des fois il faut faire une petite pause. Alors, on a parlé de l'île, on va parler maintenant du cœur du sujet. Ce livre-là, c'est une variation autour du sentiment de la difficulté d'aimer. Donc, notre héroïne, Evie, au moment où commence le livre, s'apprête à se marier. Elle aimerait bien que son fiancé, qui est marin, revienne de mer pour être présent le jour du mariage. On avoue que ce serait quand même plus pratique. Elle va recevoir la visite inopportune de sa mère. Donc on commence à l'âge adulte, mais en fait on va suivre une chronologie un peu éclatée. On va voyager à travers ses souvenirs, ses pensées, ses réflexions, et tout ça, tout ce gros patchwork, cette mosaïque de moments de sa vie va nous dresser son portrait à elle et aussi le portrait de ses parents et d'une de ses amies très proches. Et on va comprendre en fait à travers ces différentes histoires, ces différentes personnalités, comment Evie est devenue la personne qu'elle est aujourd'hui et pourquoi pour elle aimer n'est pas simple, n'est pas évident, provoque tout un tas d'inconfort, de doutes, de questions. Et ça s'explique en fait assez tôt par la relation qu'elle a avec ses parents et par la relation que ses parents ont entre eux. Elle est fille d'une mère qui est une sorte de papillon, voilà, qui volette de droite et de gauche, qui se pose jamais, qui a 1000 vies à vivre et qui ne reste pas dans l'île en fait, qui reste déjà pas dans sa propre maison. Elle est toujours barrée à droite à gauche, elle a toujours des projets à faire, des gens à voir sur le continent. Et en fait, elle est très peu chez elle et sa fille très tôt développe une peur de l'abandon du fait que justement l'un de ses parents est toujours barré ailleurs, revient toujours à l'improviste sans prévenir personne et repart assez rapidement. Donc elle a d'un côté cette maman très, voilà, très évanescente et son père qui l'aime de tout son cœur mais qui est un alcoolique, dealer, toxicomane, voilà, très sympathique et attentionné envers sa fille mais avec quand même un gros côté instable qui ne cherche pas spécialement à retenir son épouse et en même temps est fou amoureux d'elle, donc il est toujours à la limite de la dépression. Ils n'ont pas de logement très stable, étant donné le travail que fait le père. Ils passent leur temps à passer de la maison d'un ami à un camping en plein air dans l'île. Donc Evie est quand même assez ballottée entre bah voilà, des parents instables et plusieurs maisons qui se succèdent, qui ne sont même pas forcément la sienne. Parfois, ils vont habiter chez un ami pendant un temps. Et à ça s'ajoute une autre instabilité provoquée par... Je crois qu'on va faire une autre pause. Quelqu'un arrive. On reprend. Je parlais donc de une autre instabilité qui va avoir, mine de rien, une grosse importance dans sa vie et dans son développement, c'est qu'elle habite sur une île qui est souvent submergée par d'énormes raz-de-marée qui, voilà, qui bouleversent beaucoup la vie des gens puisque leur maison, du jour au lendemain, se retrouve complètement envahie sous l'eau salée. On perd ses possessions, on perd certains de ses souvenirs et on est un peu obligé de recommencer de zéro. Et tous ces éléments, son amitié également à l'adolescence avec une jeune junkie complètement paumée, un peu croqueuse d'homme, mais avec elle aussi une peur d'être délaissée, une sorte de difficulté à trouver sa place. Bref, tout ça va dessiner le portrait d'Evie et tout un tas de questions qui sont très touchantes, je trouve très émouvantes, sur bah, comment on peut aimer, comment c'est possible d'aimer longtemps, comment on fait pour aimer pour de vrai, comment on est sûr des sentiments des autres, comment on est sûr qu'on ne se fait pas avoir, qu'on ne va pas se faire trahir, comment est-ce qu'on communique puisque, bah, dans sa vie, on le voit, la communication, c'est pas non plus, le fort de son entourage et donc elle a comme ça plein d'incertitudes à ces sujets-là et elle essaye, de mener sa vie sentimentale, sa vie familiale et amicale comme elle peut, mais avec ce background qui pèse et qui va, bah, qui a fait, qui fait la personne qu'elle est aujourd'hui. On a,
entrecoupés entre les différents chapitres, on a des chapitres un peu particuliers qui peuvent étonner au premier abord et qui vont nous raconter la vie des baleines, puisque Evie est océanographe, et qui vont nous raconter voilà, la vie de la baleine bleue, la vie de telle baleine, et à travers des petites des questions apparemment sans aucun rapport avec l'histoire, est-ce que combien pèse le cœur de telle baleine, etc. On va finalement faire le lien avec l'histoire d'Evie et de ses personnages, puisque on va commencer par répondre à la question et ensuite on va complètement divaguer vers autre chose, vers des pensées beaucoup plus humaines, beaucoup plus intimes. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi comme construction. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais m'étendre ad vitam aeternam sur ce roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous invite à le découvrir et j'espère qu'il vous plaira aussi. Alors, deuxième roman de la rentrée littéraire de janvier, on reste sur une île, mais cette fois on va aller dans un endroit beaucoup plus froid. On part en Finlande avec Casa Triton. Donc ce roman-là, il va nous parler d'une très belle histoire d'amitié entre deux hommes qui ont la cinquantaine passée et qui ont pour point commun une passion pour la musique, mais c'est à peu près tout en fait ce qui les relie, puisque l'un est un ancien chef d'orchestre qui a connu une brillante carrière, qui a joué dans les plus belles salles, qui a vraiment côtoyé le beau monde, qui a eu à un moment de sa vie une vraie aura très importante, et qui aujourd'hui sent qu'il a un petit peu perdu l'étincelle, qu'il est sur le déclin, il a moins de propositions, il se plaît moins dans son travail, il est moins inspiré, et il ressort d'une rupture assez douloureuse qui le laisse un peu amer avec une violoniste qui était plus jeune que lui, et voilà, avec qui finalement ça ne collait plus, donc elle a décidé de partir, et il est à ce moment de sa vie où ça le laisse un petit peu amer, où voilà, il est pas au mieux de sa forme, va-t-on dire. Et son voisin, donc qui lui est un homme très simple, modeste, voilà, qui vit avec pas grand-chose, qui se contente de peu. Et c'est un espèce d'ange gardien, et lui il est employé municipal. Il est très 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 empathique, il veut aider tout le monde, il aimerait bien aider tout le monde, résoudre les problèmes de tout le monde, ce qui ne lui laisse pas trop le loisir de régler les siens, demeurant. Et en fait, ils vont se rencontrer parce que donc l'ancien chef d'orchestre, Thomas Brander, fait construire à côté de la maison de Lindell une baraque immense. Il y a mis toute sa fortune, il a vraiment demandé à ce qu'on lui construise une sorte de palace moderne sur 3 étages, avec un ascenseur, avec plein de salles de bain, avec un sauna à l'extérieur, enfin tout le confort moderne, luxueux, qui en fait voilà, une sorte de château qui détonne un peu dans le paysage de l'île où vivent des gens finalement très simples, qui se contentent de choses beaucoup plus modestes. Et voilà, ils vont se rencontrer parce que, ils habitent à quelques mètres, et ils sont tous les deux à un moment de leur vie où ça leur fait un grand bien de discuter, même s'ils sont pas d'accord sur tout, loin de là, parce qu'ils ne viennent pas de la même classe sociale, parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses, parce qu'ils ont des avis, voilà, tout simplement des chemins de vie différents et des avis assez divers aussi sur pas mal de sujets. Et même si ces discussions justement sont pas toujours faciles, parce que parce qu'ils n'arrivent pas forcément toujours à comprendre le point de vue de l'autre, c'est une amitié qui finalement va leur faire énormément de bien petit à petit, et qui va révéler tous ses bienfaits justement sur le long terme, puisque grâce à ces discussions, à cette confrontation, ils vont apprendre à plus se remettre en question, voilà, ils vont réussir à avancer grâce à cette rencontre. C'est très sympa. Il y a, pour ceux qui aiment la musique, et notamment la musique classique ou baroque, vous allez encore plus apprécier, puisqu'il y a plein de références à la musique, à des compositeurs plus ou moins connus, à des symphonies. Donc vous êtes vraiment, on a vraiment le vocabulaire de la musique qui est très 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 exploité, notamment parce que Thomas Brander, donc, qui est chef d'orchestre, vous allez sûrement avoir un petit... Hop, voilà. Désolée, vous allez entendre un petit bip, c'est mon téléphone.
Donc Thomas Brander, qui est chef d'orchestre, a tendance à, quand il est confronté à un problème, une pensée désagréable, quelque chose qui le dérange, à se réfugier dans la musique et donc voilà, il y a des petites symphonies qui jouent dans sa tête, pour, qu'il évite de penser à autre chose et ça, c'est très exploité par l'auteur. On est vraiment dans un univers, très musical et c'est très sympathique parce que, les 2 personnages donc sont, voilà quand même des hommes d'un certain âge, qui sont pris dans certaines choses qui les dépassent, notamment, les rapports, avec les hommes, pardon, avec les femmes. Le féminisme, la vague MeToo aussi. Branders s'interroge beaucoup après justement toute cette polémique sur ses propres actions et va se demander si toutes les certaines rumeurs qui courent sur lui, est-ce que c'était mérité? Comment lui l'a vu de son point de vue? Est-ce que, il aurait pas mieux fait de faire autrement? Est-ce qu'il a pas été égoïste et cetera? Donc c'est des hommes, qui s'interrogent sur, vraiment des sujets très actuels. On a aussi des références à la situation sanitaire actuelle. On s'étale pas dessus, hein, on passe pas 50 pages sur le Covid, mais voilà, on sait qu'il y a eu une crise sanitaire, que les gens ont eu moins de liberté à un moment, se sont moins vus, etc., que ça a bouleversé beaucoup de choses. Et c'est très plaisant de voir 2 personnages masculins un peu, donc ils sont pas vieux, hein, ils sont pas hyper croulants, mais voilà, ils ont déjà bien vécu, sortir un petit peu de leur carapace et se parler à cœur ouvert de sujets très intimes, de l'amour, de la sexualité, de leur place dans la communauté. C'est souvent, on a beaucoup de personnages féminins qui s'ouvrent, qui se racontent des choses très intimes, et c'est bien que ce soit aussi des personnages masculins. Bon, il y en a, hein, il y a des romans où des personnages masculins s'épanchent, mais moi j'avoue que j'ai plus lu des romans où des personnages féminins s'épanchent et ça m'a fait plaisir en fait de pouvoir rentrer dans la psychologie de personnes, si différentes de moi finalement. Parce que, bah, si on creuse bien, on n'est pas si différents justement. On a tous on peut tous réfléchir sur ce genre, sur les sujets, qu'ils abordent, on n'est pas, voilà, on partage énormément de choses, quand bien même on n'est pas du même sexe, pas de la même classe sociale. Il y a beaucoup finalement de sujets sur lesquels on peut discuter. Et ça, j'ai trouvé ça très agréable. Donc un roman qui est beaucoup dialogué, tout en laissant quand même la place à de belles descriptions de l'île, de ces paysages finlandais. Donc je vous remontre la couverture. Ça s'appelle Casa Triton et je vous encourage à le découvrir. Alors le troisième roman dont j'avais envie de vous parler, on reste sur une île, on part au Japon. Je vous l'aurais bien montré là, mais je ne l'ai plus. Il a été vendu, donc je vous mets de toute façon avant chaque chapitre la couverture. Donc ça s'appelle L'usine. Et on est sur un très court roman, ça se lit rapidement. J'ai beaucoup aimé le côté Kafka, le mélange en fait entre l'ambiance kafkaïenne et aussi une ambiance très japonaise, une étrangeté toute japonaise que j'aurais du mal à définir, mais c'est des personnages qui vont vivre des situations étranges, qui vont pas forcément les mettre à l'aise, qui vont leur paraître voilà, un peu dérangeantes, sans forcément qu'eux-mêmes sachent tout à fait pourquoi, mais qui vont avoir cette politesse, cette retenue, ce self-control de ne pas trop exprimer le malaise publiquement et de prendre beaucoup sur eux. Et pourtant, la situation est vraiment absurde. On va suivre 3 personnages qui sont employés, tout récemment par, une gigantesque infrastructure, c'est une sorte d'usine-ville, qui s'appelle juste l'usine. On sait pas ce qu'ils y font d'ailleurs, on sait pas ce qu'ils fabriquent là-bas. On sait juste que c'est un complexe tellement énorme que, des centaines de personnes travaillent là, habitent là. Donc il y a même des zones pavillonnaires, il y a des centres commerciaux, il y a des cinémas, tout ça dans l'usine, et que cette usine est tellement énorme qu'elle se situe sur 2 rives. On a une sorte de grand fleuve qui la traverse, voire même la mer. On sait pas vraiment si c'est un fleuve, si c'est carrément une mer, mais c'est gigantesque et un pont long de plusieurs kilomètres enjambe ces 2 rives pour permettre d'aller d'un coin de l'usine à l'autre. Nos 3 personnages sont
assez contents puisqu'ils ont décroché un emploi dans l'usine, ce qui est assez prestigieux et surtout qu'ils ont, ils ont l'âge où, il faut être indépendant, il faut travailler donc c'est un peu leur chance, quoi. Et en fait, quand ils vont arriver là-bas, ils vont subir une première déconvenue, quelque chose qui va leur sembler très étrange. C'est qu'entre, la petite annonce, qui promettait un job, sans forcément être passionnant, un peu intéressant et ce qu'on leur propose, réellement, voilà, c'est pas tout à fait ce à quoi ils s'attendaient. Donc on a, une jeune femme qui va être préposée à la déchiqueteuse à papier et toute la journée, sa mission va être de déchiqueter des papiers dans une machine et ils ont tout un service au sous-sol de l'usine pour ça, donc il y a beaucoup de gens qui travaillent à déchiqueter des papiers. Le 2e personnage est embauché pour, étudier les mousses. Donc lui, il est biologiste de formation et voilà, son professeur, à l'université, lui dit: «Beh, tiens, j'ai un job parfait pour toi, tu vas aller, étudier les mousses, à l'usine pour végétaliser les toits». Donc à la base, le projet serait pas complètement, déconnant, mais en fait, quand il arrive là-bas, il va s'apercevoir qu'il est complètement seul sur ce projet, que, les dirigeants de l'usine savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Voilà, l'idée c'est de végétaliser le toit et débrouille-toi. Et donc il va passer, la plupart de son temps à complètement autonome, à juste se débrouiller avec énormément de moyens, et à étudier des mousses. Les mousses qui poussent sur le site de l'usine et le site de l'usine étant absolument énorme, pour catégoriser et répertorier toutes ces mousses, ça prend des années. Sauf qu'en fait, il a du mal à voir quel est l'aboutissant de ses recherches. Et enfin, notre troisième est embauché pour corriger des tas de documents, qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres. On va avoir je sais pas, des nouvelles, des poèmes, des plans, des lettres, et son travail va être de les corriger sans vraiment savoir à quoi servent ces documents et si ces corrections vont être prises en compte. On est vraiment dans un côté absurde de, ces personnes qui ont un travail et qui ont pas envie de le lâcher parce que, à leur âge, on doit avoir un travail, on doit subvenir à ses besoins et c'est mal vu de ne pas travailler. Et seulement, en fait, ils passent leur journée à faire des choses complètement stupides et sans comprendre ce qu'ils font. On voit très bien la petite critique sous-jacente, qui n'est absolument pas cachée du monde du travail contemporain, qui peut aussi avoir ses énormes absurdités, notamment dans le monde de l'entreprise. Mais, c'est assez, en fait, c'est assez plaisant puisque, heu, nos personnages, en fait, sont jamais dans un état de dépression intense. C'est pas plombant comme lecture, c'est juste, c'est juste, qu'est-ce que c'est que cette usine? Combien de personnes sont à l'intérieur à travailler à des choses qui n'ont absolument aucun sens? Comment une telle structure peut tenir en place avec des postes si insignifiants et qui ne servent à rien? Donc on est plongé dans un univers, à la fois inquiétant et grotesque et on va avoir petit à petit une prise de conscience de nos personnages du fait que, voilà, même si c'est important d'avoir un travail, peut-être un moment où ça devient trop bizarre et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? D'autant plus que d'étranges oiseaux peuplent les rives du fleuve où est implantée l'usine et ils sont de plus en plus nombreux. Donc entre autres, sujets d'inquiétude, on va avoir cet élément qui, vous le verrez, a son importance. Jour 3. Alors on sort du contexte, des îles et de l'amour. On va aller au sud de l'Italie avec ce roman, à l'autre bout de la mer. Donc ça se passe dans un petit village de pêcheurs qui s'appelle DF et le village mène une vie plutôt normale entre son maire légèrement corrompu, son prêtre légèrement vicieux, sa chaîne de télé menée par un journaliste vedette, qui est très dans les paillettes et dans la superficialité. Mais sinon, la vie se passe tranquillement, autour du marché aux poissons et des petites affaires communes. Un jour à DF, un pêcheur va trouver sur un rocher un cadavre d'un jeune homme, de couleur de peau sombre, avec des vêtements tout déchirés. Il ne sait pas du tout où il vient, mais voilà, ce jeune homme est déjà mort. Et le lendemain, affaire très étrange, une jeune femme qui fait son jogging trouve un deuxième jeune homme qui ressemble étrangement au précédent, avec la peau sombre, des vêtements un peu déchirés, qui visiblement est mort depuis plusieurs jours en mer, échoué sur la plage. Donc elle fait son jogging et elle le découvre là.
Et le troisième jour, tout va s'enchaîner, la catastrophe va se déchaîner avec beaucoup plus de violence, puisque ce n'est pas un cadavre ou 2 cadavres que, les habitants d'EDF vont découvrir, mais un raz-de-marée de cadavres, donc qui se ressemblent étrangement tous. C'est là où l'affaire est très étrange. Ce sont tous de jeunes hommes, tous, de couleur de peau sombre, tous avec à peu près les mêmes vêtements, à la même physionomie, vraiment le même physique à quelques grammes ou quelques millimètres près. Et cette ville mortifère va déferler sur la ville. Il va y en avoir absolument partout, des dizaines de milliers de cadavres dans les jardins, dans les écoles, sur la plage, enfin partout, ça rentre chez les gens, c'est abominable. Et le maire d'EDF va bien être obligé de prendre une décision rapidement, savoir qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, donc ils appellent juste ceux-là. Ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas ce qui s'est passé et ils font face à cette déferlante morbide, au début dans un bazar pas possible et ensuite, prenant l'habitude malheureusement de ces vagues, de cadavres qui ne semblent pas vouloir s'arrêter, donc qui arrivent tous les 2 jours, hem, ils vont décider d'un autre plan d'action. Le récit se découpe en 2 parties. Vous avez une première partie qui s'appelle «Les morts», qui va nous parler justement de cette catastrophe, humaine, qui arrive sur ce village et une deuxième partie qui s'appelle «Les vivants», où on va, donner la parole à, plusieurs habitants qu'on aura déjà croisés dans la première partie pour avoir leur point de vue sur comment, cette catastrophe a été gérée après coup. Donc la ville de le petit village, d'ailleurs c'est même pas une ville, le village d'EDF va complètement se transformer, à cause de cette, catastrophe et certains habitants diront grâce à cette catastrophe. Ce qui est très intéressant dans ce récit, déjà c'est le style qui peut vraiment dérouter, au premier abord. Si vous avez lu des auteurs comme, José Saramago par exemple, vous alliez être un petit peu plus, ça va vous sembler un peu plus familier. Ce sont de très longues phrases. Les dialogues, ne sont pas organisés en tirés, au fur et à mesure que les gens prennent la parole. Les dialogues sont écrits sur une seule ligne. On a, voilà, énormément de virgules, donc on est obligé de se concentrer un petit peu, de suivre pour savoir qui parle, qui répond à qui. Et en fait, c'est un style qui est assez cohérent avec ce qui arrive à DF puisque c'est cette espèce de catastrophe en série, immense qu'on maîtrise pas, on sait pas ce qui se passe. Là, le style suit, cette logique-là, donc c'est une espèce de logorrhée comme ça qui ne s'arrête pas, qui donne une espèce de sensation d'urgence et de panique. Et la deuxième partie, elle, est un peu plus posée. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur, c'est un militant qui est très actif dans la lutte anti-mafia notamment, mais militant de façon générale. Il est sous protection policière d'ailleurs en Italie à cause de ses engagements. Et il va nous parler donc ce récit, c'est une dystopie. Il va nous parler de plein de choses qui, sous couvert de la fiction, voilà, évidemment des vagues comme ça de cadavres, de cette ampleur-là, de cette hauteur-là, ce n'est pas possible, mais on voit quand même très clairement, il ne faut pas être un génie pour voir, à quoi il fait référence évidemment voilà, aux centaines, aux milliers de migrants qui trouvent la mort en mer, dans une tentative désespérée de gagner une meilleure vie. Et il va vraiment nous pousser, très, très loin le cynisme, l'humour noir, pour nous montrer à quel point le traitement finalement de la catastrophe ADF passe d'une réaction horrifiée, «normale» entre guillemets, enfin quand il nous arrive ce genre de choses, qu'on soit voilà le maire, le prêtre, des habitants, on est un peu sidérés, on sait pas du tout ce qui se passe, c'est affreux. Et petit à petit, on voit que le village d'EDF, prend une tournure, voilà, très malsaine, très, très dérangeante, et surtout va se fermer de plus en plus au reste du monde et notamment, va se couper du gouvernement italien, proclamer son indépendance pour, gérer ses affaires comme elle l'entend. Et voilà, je ne vous spoile pas la façon dont ils vont gérer leurs affaires, mais heu, voilà, c'est assez grinçant, je trouve très percutant, très fort. Et voilà, ça nous amène un petit peu à réfléchir à l'actualité, sous ce prisme exagéré, mais quand même très, voilà, très, très actuel. Donc à l'autre bout de la mer, à découvrir.
Bon allez, cette fois, on fait une pause de bord de mer, il n'y a plus d'île, il n'y a plus de port. On va aller dans les aéroports et dans les gares parisiennes. Voilà, ça change quand même radicalement. Avec ce livre-là, Des diables et des saints, qui est magnifique. On rencontre Joe, qui est un pianiste virtuose, voilà, au talent éblouissant, et tellement talentueux que beaucoup de gens se demandent ce qu'il fait à perdre son temps dans des halls de gare, dans des aéroports, sur des pianos publics, alors qu'il pourrait aisément remplir des salles de spectacle, tellement il est doué. Et on va assez vite comprendre pourquoi, puisque Joe aujourd'hui est d'humeur bavarde et a décidé de nous raconter toute sa vie, du moment où elle a complètement basculé à son adolescence lorsqu'il a 16 ans, jusqu'à ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend, quel est son espoir et son objectif en restant dans ces lieux de passage. Donc Joe, à 16 ans, voit sa vie bourgeoise et confortable, au sein d'une famille aimante complètement chamboulée, puisque, ses parents et sa sœur trouvent la mort dans un atterrissage d'avion raté. Et lui, il y assiste, depuis la vitre de l'aéroport, il voit ce crash et il sait que, bah, sa vie ne sera plus jamais comme avant. Il est emmené par un religieux dans un orphelinat qu'on appelle les Confins, et il est bien connu apparemment de tous les pensionnaires des Confins qu'après il n'y a rien. Donc ça vous donne un petit peu l'ambiance de ce pensionnat où on élève les adolescents et même les plus jeunes enfants à coups de poings, à coups de mesquinerie, de vengeance des adultes, de petites manipulations. On n'est vraiment pas dans un univers très très accueillant. Ce pensionnat, il est géré par un abbé, dont j'ai oublié le nom, qui va prendre un peu Joe en grippe, tout en le manipulant un petit peu, en faisant de lui son secrétaire particulier, mais en lui interdisant par exemple l'adoption dans son dos, alors qu'une famille aurait bien voulu le reprendre. C'est dans cette ambiance-là que Joe va rencontrer ses camarades, ses amis, notamment un petit groupe qui fait partie d'une société secrète appelée la Vigie, et avec qui il va commencer à réfléchir à des plans d'évasion, à sa fuite, puisque bien entendu, qui a envie de rester aux confins? Pas grand monde. C'est aussi à ce moment-là qu'il va rencontrer Rose, qui est la fille d'un bourgeois mécène de l'orphelinat. Il va la rencontrer pour la première fois parce que son père vient visiter voilà, ses petits protégés à qui il donne chaque année un peu d'argent. Et au début, il va la détester. Ils vont se détester d'ailleurs. Ils ont le même âge. Ils viennent de la même classe sociale d'ailleurs, sauf que Joe a dégringolé, tandis qu'elle reste dans son confort. Mais elle cache aussi, elle, quelque chose de douloureux dans sa vie. Et au début, ils vont se rencontrer puisque Joe va devenir son professeur particulier de piano. Et la Rose en question n'a absolument pas envie d'apprendre le piano, ça la gonfle. Et donc tous les après-midi, tous les samedis après-midi, il va se rendre chez elle. Ils vont apprendre à se connaître petit à petit, et de la haine partagée entre eux va naître autre chose, on s'en doute bien. Et c'est avec cette rencontre-là et en fréquentant ces membres de la Vigie que le plan de Joe, le plan de sa fuite va se mettre en place dans sa tête. C'est très joli parce qu'on est vraiment face à des adolescents abîmés, des âmes un peu cabossées qui font face comme ils peuvent à la violence des adultes et à la violence entre eux, puisqu'on les met aussi dans un certain cadre où la méfiance est de mise, où la délation est encouragée. Et on a quand même des personnages qui font preuve de beaucoup de force de caractère et beaucoup d'espoir. Donc ils vont quand même chercher à s'enfuir, ils vont quand même chercher à se barrer de cette ambiance très malsaine. Je vous raconte pas le plan qu'ils mettent en place, mais voilà, c'est vraiment c'est l'énergie du désespoir, c'est cette espèce d'envie de vivre un peu furieuse qui va jusqu'à se mettre en danger, puisque de toute façon, soit on tente le tout pour le tout, soit on reste dans un trou à rats horrible où on n'a aucun avenir et où on le sait. Donc voilà, autant tout tenter. Donc je vous encourage vraiment à le découvrir. C'est l'auteur qui avait écrit Marraine et qui avait écrit aussi l'année dernière un livre qui s'appelait 100 millions d'années. Je crois que je me trompe pas sur le titre. Donc Des diables et des saints, c'est vraiment une très très bonne lecture. Je vous conseille d'y aller.
et de découvrir cette bande d'adolescents qui est certes un peu bracassée, qui a ses côtés très agaçants comme peuvent l'être tous les ados, notamment dans ce contexte-là, mais vous vous y attacherez extrêmement vite. Ce livre-là, il ne fait pas partie de la rentrée littéraire de janvier, il est sorti en mars dernier. Mais j'avais très envie de le lire et j'ai procrastiné, j'ai laissé de côté pendant assez longtemps parce que j'avais d'autres choses à lire aussi. Mais voilà, j'ai quand même très envie de vous en parler parce que c'est une super découverte. Des rives, des âmes et des continents. C'est écrit par une autrice indienne dont c'est le premier roman. Et c'est un livre qui est assez difficile à résumer parce que on va suivre à la fois la vie de certains personnages, donc beaucoup de personnages, et on va à la fois suivre un fil conducteur qui est celui du tremblement de terre, du tsunami, des catastrophes climatiques et voilà, des caprices de la Terre, des caprices de l'univers. Et c'est vraiment une jolie écriture qui fait beaucoup voyager. C'est la première chose qui m'a marquée dans ce livre, c'est que c'est dépaysant. On a vraiment l'impression d'être sur les îles Andaman aux côtés du premier couple qu'on rencontre, puis on voyage en Birmanie, ensuite on va au Tibet, et à chaque fois on a vraiment, je trouve, l'impression d'y être, sentir les odeurs du temple, les odeurs de la nature après la pluie. On a l'impression d'entendre la foule qui marche autour de soi, les gens qui prient. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans son écriture de très tangible à ce niveau-là. On suit au tout début un couple de jeunes mariés. Donc, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. On va dire Girija Prasad et sa femme Devi Chanda. Sa femme qui est un petit peu sorcière et qui, lorsqu'il s'installe dans une vieille maison coloniale des îles Andaman, voit très facilement tous les fantômes qui habitent déjà là et discute avec eux, comprend leurs besoins et voilà, s'entoure d'une petite famille de fantômes qui veillent sur elle d'ailleurs. Son mari, lui, il les voit absolument pas et aimerait bien, mais est beaucoup trop terre à terre pour ce genre de choses. Et en fait, on va suivre une jolie histoire d'amour, donc la leur qui va se dérouler comme ça au fur et à mesure des années sur ce petit microcosme qu'est l'île. Et ils vont recueillir assez rapidement une jeune femme, Marie, qui fera la suite de l'histoire. Donc lorsque ce couple-là décédera, on va suivre Marie, qui elle était un petit peu plus jeune qu'eux, donc à l'âge mûr, pour voyager avec elle dans un autre pays, puisqu'elle va rejoindre son fils en Birmanie, son fils qu'elle avait laissé derrière elle à regret lorsqu'elle s'était enfuie. On explique tout ça dans dans ce livre. Puis de Birmanie, on va voyager avec un ami de ce fils, un dealer voilà, assez attachant, assez touchant, avec des petits questionnements existentiels. On va voyager à Katmandou avec lui, etc., etc. On va suivre comme ça tout un tas de personnages qui vont se passer la balle et nous emmener toujours plus loin. Le récit, si j'ai un petit truc à lui reprocher, c'est quelques longueurs. Donc on sent que c'est un premier roman et on sent que l'autrice a encore quelques petites maladresses à ce niveau-là. Il y a quelques pages en trop, je pense. Mais par contre, c'est vraiment hyper joli, hyper poétique sur notamment toute la partie où elle va parler du fait qu'on est tous reliés, qu'il y a vraiment qu'on est tous une part de cet univers, qu'on a tous à voir les uns avec les autres, même lorsqu'on n'habite pas au même endroit, même lorsqu'on est à des milliers de kilomètres, qu'on est aussi relié à la Terre, à ce qui se passe dans la Terre. Donc un tremblement de terre, un tsunami, ça se passe à l'extérieur dans la nature de façon impressionnante, ça peut aussi se passer à l'intérieur. Donc voilà, ce côté tout est lié, tout est cohérent et on fait partie d'un grand tout. Il y a un côté très spirituel dans ce livre-là qui est vraiment plaisant. Et en plus de ces histoires d'amour, de ces histoires de famille qui sont assez touchantes, de ces personnages soit voilà un peu fantasques, un peu dans la lune comme les Devi Chanda, la sorcière qui voit les fantômes, ou des personnages qui sont des rebelles qui ont un idéal et essaient de ne pas devenir fous, de s'y accrocher coûte que coûte, comme le fils de Marie qui est un militant enfermé pendant des années dans une prison birmane. Donc
C'est vraiment une voie à découvrir. Je vous parlais de Chrissy Van Meter tout à l'heure, qui en est aussi à son premier roman. Beh, celui-ci, voilà, c'est une voie à suivre. Moi, je ferai assez attention à ce qu'elle sort, prochainement pour voir l'évolution de son style. Mais en tout cas, celui-ci, allez-y si vous avez envie d'un mélange de voyage et de spiritualité, ça va faire du bien. Donc c'est la fin de cette présentation. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Et j'espère que tout ça vous a donné envie de découvrir plein de livres, de venir les emprunter à la bibliothèque ou de venir les chercher chez nous. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours quand on se verra à la librairie. Ou je ne sais pas s'il y aura des commentaires sous cette section, mais s'il y en a, bah, n'hésitez pas. Et merci beaucoup donc à Jacqueline et Catherine de la Bibliothèque des Louvrais pour cette opportunité de tester une autre forme de présentation. On s'adapte hein, malgré le contexte. Merci beaucoup. Give me that swing.